Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. D'ici 2 à 3 jours, le marché va être inondé de moutons. Propos du ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Aminata Mbengue, était sur l'axe Rufisque-Diamniadio-Mbour-Sandiara. Les tracasseries sur la frontière retardent l'arrivée des moutons dans les foirailles. Pas d'inquiétude. Donc, pour la grillade de la Tabaski, après de 10 jours de la fête, les menuisiers métalliques mettent des bouchées doubles pour satisfaire la demande en accessoires nécessaires à la cuisson. Il porte le nom d'un grand érudit Tidiane. Il exploite 150 hectares à Tivaouane-Passy. Serigne Babakarsi dit suivre les pas de ses guides. Son message, que tous aillent cultiver la terre. Même tonalité chez Serigne Moustapha Lahrambake. Ce chef religieux mouride soutient mordicus que l'émergence passera par l'agriculture. Conviction que partage un député cultivateur, ingénieur agronome. Cheikh Seck fait dans la culture du mil et de l'arachide et du niébé. À découvrir dans la page consacrée à la campagne agricole. Une ville des chaussures en label et plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an, Ngaye Mékhé. Le nom de cette ville a fait le tour du Sénégal grâce à ses artisans réputés grands cordonniers. Les produits qu'ils proposent sont très prisés et c'est toute une activité qui prospère. Focus sur un secteur rentable à la quête de l'émergence dans la rubrique économie. Il doit sa renommée à la couleur de son lac rose, mais ce n'est pas la seule attraction dans ce site touristique que le rallye Paris-Dakar a également rendu célèbre avec ses dunes de sel et de sable, sa plage, l'une des plus propres du Sénégal, le lac Redba retrouve ses couleurs dans la série ce soir. Une lagune, celle de saumon entre eau douce et salée, tout un décor qui attire les regards. C'est de couleurs du Sénégal. Bonsoir à tous. Le cadre de vie du quartier Néma de Ziguinchor va bientôt changer. La restructuration de ce site qui est resté longtemps non loti sera enclenchée dans les prochains jours. L'assurance est du ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie. En visite dans la ville, Diène Farbassar a inauguré le premier espace vert de la ville, Moussa Mané. L'endroit peut servir de cadre d'étude pour tout chercheur, tellement les conditions sont réunies. Habitat lâche et précaire, promiscuité, absence d'un réseau d'assainissement, de services sociaux de base tels que routes, écoles. En un mot, c'est un quartier dont les règles d'urbanisme primaire ne sont pas respectées. D'où le cri du cœur des populations pour une amélioration du cadre de vie. Mais je sais qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits et nous sommes contents. Et nous sommes rassurés que ça va se faire. Nous n'avons jamais reçu un ministre pour ce problème-là. Nous comptons sur vous et nous comptons sur le président de la République. Il y a quelques mois, ces populations étaient réunies sur cette place lors d'un forum pour réfléchir sur l'avenir de leur quartier. Aujourd'hui, elles entrevoient le bout du tunnel parce que rassurées que leurs doléances seront prises en compte par le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie. Vous êtes la porte du bonheur de ces populations. Et je sais, votre engagement et ma conviction est que vous porterez ce combat à nos côtés et que le président de la République vous donnera les moyens nécessaires pour que nous puissions permettre à ces populations de vivre décemment. Situé sur un espace aéroportuaire, le quartier de Néma 2, où les champs côtoient les maisons, va voir son cadre de vie amélioré. Déjà, des études sont menées dans un premier temps et des options sont envisagées. Je suis venu, c'est vrai, en mission pour les inondations, mais je vais en profiter pour faire le travail qui m'a été demandé par le président de la République, voir les possibilités de restructuration du quartier Néma. Restructurer signifie réorganiser le quartier, c'est-à-dire créer les conditions de développement du quartier en ouvrant les voies et en créant aussi des zones d'équipement, des zones réservées aux équipements. Maintenant, l'autre composante de notre intervention consistera à régulariser foncièrement ce quartier. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Diène Farbassar a inauguré le premier jardin de la gouvernance, un espace vert qui entre dans le programme spécial Ville verte pour l'emploi.
Dans le cadre donc, de notre collaboration avec la ville de Ziguinchor, il est prévu la signature d'un protocole d'accord qui permettra de valoriser encore cela en installant ici des kiosques, en installant ici des heures de jeu pour les enfants. Et l'exploitation, n'est-ce pas, de ces produits-là va permettre, en tout cas, d'apporter des ressources financières qui vont permettre, en tout cas, de pouvoir en tenir ce projet-là. Le ministre se veut pragmatique un jour après son passage dans certains quartiers de la commune où des points critiques entre le sommet des populations. Canal Périssac, cité Kansaoudi, Pont Colobane, ce sont là les premiers sites où l'opération est déclenchée. L'autorité assure que tous les endroits visités seront aménagés pour atténuer la souffrance des populations durant cet hivernage. Une nouvelle réglementation régit désormais le secteur du fer à béton. La loi est entrée en vigueur depuis le 29 août. La réunion du Conseil national de la consommation a été l'occasion pour le ministre en charge du commerce d'exposer les contours de cette réglementation. Alassane Diédhiou. Depuis le 29 février 2016, le secteur du fer à béton, et par ricochet celui du bâtiment, est régi par une nouvelle réglementation par arrêté interministériel. Un arrêté qui est entré en vigueur depuis le 29 août 2016. Cette nouvelle réglementation a deux objectifs essentiels. Le premier, c'est la sécurité des consommateurs sénégalais. Mais également, le deuxième objectif, c'est l'accompagnement, la sauvegarde du tissu industriel dans le secteur. Parce que rappelez-vous qu'il y a au moins une dizaine d'entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication du fer à béton. Et je crois que cette rencontre d'aujourd'hui qui nous a permis justement d'échanger sur cette nouvelle réglementation, et je rappelle qu'il fixe les normes sur les caractéristiques physiques, mais également les tolérances sur la longueur du fer, sur le diamètre. À l'origine de cette décision interministérielle prise par le ministère en charge du commerce et celui de l'industrie, l'effondrement de nombreux bâtiments, conséquence d'une qualité douteuse du fer à béton. Le manque d'organisation du secteur encouragé par une absence de contrôle de conformité de la production et le non-respect des normes de fer à béton importées ont eu pour résultat la déstabilisation de ce secteur de la métallurgie que l'on sait stratégique pour notre économie. D'où la décision du gouvernement de prendre des mesures techniques et de sauvegarde. Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur depuis le 29 du mois d'août. Et naturellement, les services du ministère en charge du commerce, les services de la douane et l'ensemble des laboratoires d'essai sont mobilisés pour une application stricte et rigoureuse de cette nouvelle réglementation qui, je le rappelle encore, améliorera la sécurité des consommateurs sénégalais à travers les chantiers d'immeubles, d'autoroutes, de ponts qui sont au Sénégal, mais également accompagner le tissu industriel. Face au Conseil national de la consommation, qui, rappelons-le, est une instance consultative, le ministre en charge du commerce a instruit les organes de contrôle d'être fermes sur le contrôle de la conformité. En visite en Chine, le président de la République a rencontré ce jeudi les investisseurs de Guangdong. Entre audience et forum économique, le chef de l'État a mobilisé le secteur privé de cette province. Ces opérateurs économiques chinois vont investir notamment dans le parc industriel et la zone économique spéciale de Diassa. Oumar Nying. À Guangdong, la promotion de l'investissement au Sénégal a eu son effet. Alors que l'APIC se déroule avec une trentaine d'entreprises chinoises, le président de la République en reçoit d'autres à côté. Thomson Group est le premier à passer. Il s'intéresse à la filière arachidière. On sait que le Sénégal est le pays qui fabrique l'arachide le plus dans le monde. On a six usines en Chine et on fait la conversation avec monsieur le président pour négociation. Power Construction Corporation of China. Les responsables du groupe connaissent bien le Sénégal. Nous avons déjà visité le Sénégal en 2005 pour 2 fois. Nous trouvons que le Sénégal, l'environnement est très agréable, le peuple est très gentil, c'est vraiment convenable pour l'investissement. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire l'investissement dans 3 domaines. D'abord, c'est l'énergie solaire, et puis c'est les nouveaux matériaux de la construction, et après, c'est la nouvelle
agriculture. L'Institut national du sel s'intéresse à l'exploitation du produit au Sénégal. Le président a exprimé son souhait de développer l'industrie de la fabrication du sel. Et nous, étant le groupe national de la fabrication du sel chinois, nous sommes le numéro 1 de Chine. Donc nous aussi, nous sommes très convaincus de pouvoir bien travailler avec l'industriel du sel de Sénégal pour bien développer ce domaine. Enfin, China World Industry Corporation. Ses dirigeants ont bouclé la liste des audiences individuelles. Nous avons très envie, ou on a une très forte volonté de coopérer avec le pays Sénégal. Et puis j'espère dans un très peu de temps, China Space peut aider notre ami sénégalais de travailler dans le secteur aérospatial. Surtout, on profite de la technologie spatiale pour servir de la population et aussi améliorer la situation de la vie des Sénégalais. Le chef de l'État a ensuite rejoint la salle où l'APIX avait déjà bouclé les discussions avec l'autre groupe d'investisseurs. Des questions ont été posées relatives pour la plupart aux risques politiques. Le ministre des Infrastructures a apporté des réponses. Le Sénégal est un pays stable où la sécurité est assurée. Avec une économie dynamique, 6% de taux de croissance, il a comme avantage sa position stratégique en Afrique de l'Ouest. Explication bien comprise, mais il fallait plus d'assurance aux investisseurs chinois. Ce qui va vous couvrir, c'est d'abord la relation bilatérale entre la République populaire de Chine et la République du Sénégal. C'est là où va résider la stabilité de la relation. Donc, même si vous êtes privé, vous allez intervenir dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Coopération aujourd'hui élevée au rang de coopération stratégique. Au final, les investisseurs ont été enrôlés. Des lettres d'intention d'investissement ont été signées avec l'APIX qui vont permettre à ses partenaires chinois de se déployer au niveau du parc industriel de Diamniadio, mais aussi dans la zone économique spéciale de Diass. Lancement officiel de la deuxième édition de la conférence nationale sur le développement durable. L'événement a eu lieu le 30 août et avait pour thème développement territorial et gouvernance verte. L'objectif est de faire un état des lieux sur la gestion forestière en vue d'inverser la tendance face à la dégradation des ressources naturelles et de l'environnement. Luis Bizza. L'organisation d'une telle conférence requiert le concours de divers acteurs. Ils sont représentants des ministères sectoriels, d'institutions publiques et de la recherche, du secteur privé ainsi que d'organisations de la société civile, une mutualisation des efforts pour la préservation de l'environnement. Nous lançons aujourd'hui les activités préparatoires de la deuxième conférence nationale sur le développement durable, telle qu'instruite par le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui nous a instruit d'organiser cette deuxième édition sur le thème développement territorial, gouvernance verte. Aujourd'hui, l'un des défis majeurs reste le changement de paradigme de nos manières de faire et d'être pour lutter contre la dégradation de l'environnement, dira la tutelle. Son collègue de la gouvernance locale a été associé aux travaux, des travaux qui prennent en charge la problématique de la gouvernance verte au niveau national. Autant dire que c'est avec un réel plaisir doublé un agréable devoir que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour qu'ensemble nous puissions unir nos efforts et réussir de manière encore plus éclatante cette deuxième édition. Le thème de cette année, à savoir développement territorial et gouvernance verte, fait de mon département ministériel un partenaire privilégié au regard des attributions qui sont les siennes. Tous les acteurs se doivent donc définir les synergies afin d'adopter les orientations et stratégies de la plus haute autorité du pays. L'objectif visé à travers cette conférence, c'est de faire un état des lieux sur la gestion forestière
faire un état des lieux sur les énergies renouvelables et la responsabilité sociétale des entreprises, faire un état des lieux sur les villes durables et la décentralisation, mais surtout ce que nous avons innové en y rajoutant le PUDC pour sa contribution au niveau du développement territorial et donc du développement local durable. Parce que le développement ne sera qu'à la base, les acteurs de l'environnement s'engagent à mettre en œuvre l'agenda 2030 du développement durable. Prévu du 20 au 22 octobre prochain, la deuxième édition de la conférence nationale sur le développement durable se déroulera en 2 phases. Un segment des experts qui permettra d'examiner les documents techniques et un autre segment de haut niveau présidé par le chef de l'État qui validera les recommandations des experts. Coopération internationale. Le Canada se dit être dans une nouvelle phase dans ses relations avec l'Afrique. Face à l'insécurité dans le continent, Ottawa va se réengager pour assurer des opérations de maintien de paix. Pour sa première tournée en Afrique, le ministre canadien du Développement international et de la francophonie a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Sénégal pour un changement qualitatif de son économie. Marie-Claude Bibeau, le ministre du Développement international du Canada, est interrogé par Daraba. Je peux déjà vous dire qu'il y a une priorité qui est évidente, c'est que tous nos projets vont vraiment faire en sorte que les femmes et les filles vont être au cœur de toutes nos priorités. Donc on croit que les femmes et les filles sont vraiment des acteurs de changement, de développement et de paix très très importants et c'est essentiel qu'elles soient impliquées pour contribuer au développement de leur communauté. J'ai confirmé un engagement additionnel au budget du Sénégal de 50 millions de dollars canadiens qui vient vraiment faire en sorte de donner de nouveaux moyens au gouvernement du Sénégal de réaliser ce plan auquel on croit beaucoup. Et à ça s'ajoute un autre 20 millions de dollars pour de l'assistance technique, pour aider à différents niveaux, aider entre autres à la bonne gouvernance des différents programmes, notamment dans le secteur de l'éducation où on est déjà très impliqué. C'est vraiment un pays qui donne l'exemple en termes de saine gouvernance, de démocratie, de droits de la personne. Et on voit que ça paye, on voit que la stabilité ici au pays est enviable par rapport à d'autres pays de la région. Alors, on veut aider ce pays et ce gouvernement qui travaille positivement à tous ces égards. La paix, on y revient. C'est pour un peu parler de l'engagement du Canada dans un contexte marqué par la montée en puissance du terrorisme. Est-ce que le Canada a une nouvelle option ou bien va confirmer sa position dans le cadre de l'éradication de ce fléau? D'ailleurs, pas plus tard que vendredi dernier, j'étais avec mes collègues, les ministres des Affaires étrangères, de la Sécurité publique et aussi de la Défense nationale du Canada. Donc, tous les 4, nous avons annoncé le réengagement du Canada dans les missions de paix. Et malheureusement, l'Afrique est un incontournable parce que on constate qu'il y a effectivement des difficultés au niveau de la sécurité et de la paix. Éducation, promotion des femmes et maintien de la paix, l'intégralité de cet entretien que le ministre canadien du Développement international et de la francophonie a accordé à la RTS dans nos prochaines émissions. Le Sénégal va bénéficier du projet Bon Départ. Il est financé par la coopération canadienne et concerne prioritairement les jeunes filles. L'objectif de cet ambitieux projet qui concerne près de 10 pays est de lutter contre l'anémie. L'investissement est de presque 2 millions de dollars canadiens. L'annonce est du ministre canadien du Développement international qui était à Noto Djobas, Omar Tchaoua. C'est sous une fine pluie que la ministre canadienne du Développement international a foulé le sol recouvert d'un tapis herbacé de Noto Djobas dans la région de Thiès. Au début de ma carrière, quand j'ai terminé mes études, j'ai travaillé dans le développement international pendant 10 ans et j'ai vécu au Bénin. Et je suis très contente aujourd'hui de revenir sur le continent africain. Elle revient en Afrique comme ministre avec pour mission rediriger l'aide canadienne vers les populations les plus défavorisées. Elle s'adresse à un groupe de jeunes filles au poste de santé de la localité. La lutte contre l'anémie et la malnutrition est en ligne de mire des autorités canadiennes. Le projet Bon Départ est lancé au Sénégal. Le Bon Départ vise à améliorer la santé, la nutrition et surtout aussi le développement des jeunes filles et des femmes. Principalement les adolescentes à l'école, c'est un premier choix, mais rien ne nous empêche, si on a de nouvelles ressources, avec le leadership du gouvernement, d'aller au-delà de l'école. Ça représente un investissement de 1,7 million de dollars canadiens pour sa mise en œuvre au Sénégal.
Le projet mis en œuvre par Micronutriment Initiative du Canada compte supplémenter 2,1 millions de filles au Sénégal en 5 ans. Une supplémentation en fer et en acide folique, ce qui devrait faire reculer le spectre de l'anémie. L'anémie et les autres effets de la malnutrition sont une barrière au plein épanouissement des femmes et des filles, donc une barrière au développement de nos communautés et du Sénégal. Le gouvernement du Canada salue le leadership du Sénégal en matière de nutrition et renforce ainsi ses capacités de riposte. Derrière les élans de générosité de la ministre, on perçoit nettement l'engagement humanitaire. Nous avons compris, en vous observant tout à l'heure avec les jeunes filles, qu'il s'agit d'un engagement d'abord personnel, avant d'être un engagement du peuple canadien. Beaucoup de femmes et d'adolescentes souffrent d'une malnutrition occulte et des signes d'anémie pouvant compromettre la procréation. Ce projet va intervenir dans 9 pays et se fixe un objectif de 50 millions de femmes. Une assemblée générale sur les mutuelles de santé s'est tenue à Guédiawaye. Les autorités administratives veulent sensibiliser les populations des 5 communes du département pour une adhésion massive à la couverture maladie universelle, ce qui permet d'accéder aux soins de santé de qualité à Wanyai. L'adhésion des populations de Guédiawaye à la couverture maladie universelle est une réussite. L'Assemblée générale constitutive de l'Union départementale des mutuelles de santé de Guédiawaye va permettre de dérouler des stratégies. L'agence de la CMU a appuyé les populations à mettre en place des mutuelles de santé au niveau des communes. Le slogan, c'est au niveau de chaque commune qu'on ait au moins une mutuelle de santé. Ce processus nous a conduit dans le département de Guédiawaye à mettre en place 9 mutuelles de santé. Après avoir mis en place ces mutuelles de santé, il a fallu les accompagner dans la mise en place d'une union départementale. C'est tout le sens de la cérémonie d'aujourd'hui. La CMU, c'est l'accès aux soins de santé de qualité pour les populations. C'est une satisfaction de manière générale, en tout cas pour nous. Depuis son lancement en 2013, il y a pas mal d'actions qui ont été menées, notamment le lancement en tant que tel, à l'occasion duquel tous les maires étaient conviés. Et c'était un engagement général. Et depuis ce jour, il y a la mise en œuvre de ces engagements respectifs. Il y a quelques temps, nous n'avions qu'une seule mutuelle, par exemple. Je prends le cas de Ndialem Lewan, que je connais plus. Qu'une seule mutuelle. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mutuelles, avec possibilité d'avoir une 3e mutuelle, parce que les gens sont en train de s'engager. Maintenant, ce que moi je voudrais dire peut-être au nom des maires, c'est de manifester notre engagement total à accompagner les mutuelles. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses que nous devons faire, nous en sommes conscients. C'est vrai également que tous les matins, surtout tous les maires de la banlieue en général, c'est des maires qui sont là et qui dans leur bureau, dans leur maison, sont en train de faire du social, on n'y peut rien. Il y a plein d'ordonnances, bon, entre autres, mais si on parvient à faire en sorte d'inscrire le maximum de gens au niveau du mutuel, je crois qu'on aura gagné un grand pari. Satisfaction totale des autorités depuis le lancement de la CMU en 2013. L'objectif est d'atteindre une couverture de 75% en 2017. La mise en place du bureau permettra de sensibiliser les populations pour une meilleure adhésion aux mutuelles de santé. Les relations du Sénégal avec les institutions parlementaires de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'Union européenne, quelle synergie d'action entre les ministères compétents? C'est le thème qui a réuni différents départements ministériels et parlements sous-régionaux. La rencontre a été co-organisée par l'Assemblée nationale, les ministères des Affaires étrangères, de l'économie, des finances, du plan, de l'intégration africaine et celui du travail. Fatima Tabanelba. Des parlementaires africains issus de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'Union africaine, ainsi que des représentants de différents ministères se sont réunis à Dakar. Ils veulent instaurer une collaboration franche et une coopération efficace entre ces institutions parlementaires et les ministères compétents. La préoccupation première qui nous réunit tous aujourd'hui est donc le renforcement d'un état de droit avec une administration organisée et méthodique pour une bonne gouvernance. Les différentes réformes qui, depuis les indépendances, ont fait évoluer les compétences
et les prérogatives des ministères concernés ont été faites pour une recherche d'efficacité et d'efficience pour améliorer la cohérence et les performances. Tous les acteurs présents à cette rencontre espèrent renforcer davantage le leadership du Sénégal sur le plan sous-régional. Comme nous le savons tous, depuis son indépendance, le Sénégal s'est résolument engagé dans la réalisation de l'unité africaine et a joué un rôle majeur dans le processus de sa réalisation. Ce travail a été renforcé et appuyé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait de la consolidation de ses acquis et de l'intégration africaine un des leviers de sa politique étrangère. Monsieur le Président de la République a aussi grandement œuvré à élargir le leadership de notre pays au niveau africain. À l'heure où le Sénégal préside le Parlement de la CEDEAO, ce séminaire est l'occasion de renforcer la position et les capacités d'intervention dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Pas moins de 1600 paires de chaussures fabriquées quotidiennement, en chiffre d'affaires annuel qui dépasse le milliard. Ce n'est nulle part ailleurs qu'à Ngaïmékhé, dans la région de Thiès. La localité garde jalousement un label qui crée aujourd'hui beaucoup d'emplois et de richesses. C'est le sujet de la rubrique économie avec Aram Dawa. Des chaussures qui font saillie dans un décor urbain, l'image ne peut renvoyer qu'à Ngaï. En plus de porter l'empreinte d'artisans locaux, ces chaussures ont la particularité de sous-tendre l'essentiel de l'économie de cette partie de la région de Thiès. Ngaï, 160 ateliers moo fi nekk. Ngaï compte 160 ateliers. Chaque atelier a entre 5 et 10 travailleurs. 17. Chaque atelier confectionne aussi au minimum 10 paires de chaussures par jour. Cela fait 1600 paires par jour. 1600 paires par jour. 3000 francs CFA est le prix moyen de ces chaussures. Le reste n'est qu'arithmétique. Les 1600 paires produites par jour rapportent en moyenne 4 800 000 francs CFA de chiffre d'affaires, 144 millions le mois, plus d'1 milliard l'année. Une création de richesse sans commune mesure pour cette ville. La cordonnerie nous fait rentrer beaucoup de ressources au niveau de Ngaïmékhé. Je peux dire que partout au Sénégal, chaque jour que Dieu fait, il y a plusieurs gens qui viennent d'un peu partout au Sénégal et la sous-région, qui viennent ici pour s'approvisionner, qui laissent ici beaucoup d'argent, franchement. L'insertion aussi, par exemple, pour les rejets de l'école. À chaque fois, il y a des gens qui vont jusqu'en CM2, en 3e, et l'école les rejette. Et là, c'est nous qui récupérons ces gens-là et nous donner une très bonne formation. C'est à se demander ce qui fonde la notoriété de ce label que les artisans tiennent à préserver. Non seulement rafetaay bi, aussi tamit qualité bi, dëgëraay bi ba nga xam. La beauté du produit est surtout la qualité. Loolu moo waral. C'est pourquoi nous les leaders, nous nous sommes concertés pour protéger le label. On a mis en place le GIE Ardalungay pour préserver la qualité. Ne serait-ce que pour protéger le label. C'est le cuir, notre matière première, qui fait la qualité du produit. Aux États-Unis, un jour, j'ai vendu la paire à 5 000 francs et l'acquéreur m'a dit qu'il pouvait la revendre à 50 000 francs. Les gens viennent de la Mauritanie, du Congo, du Mali, des États-Unis, de la Gambie, de la Guinée-Bissau pour acheter nos produits. Oumar peut témoigner des échos du label. C'est un commerçant venu de la Mauritanie. Les clients apprécient le produit. Ils savent que ce sont des chaussures solides. Ils m'attendent même avec impatience pour passer leur commande. Il faut remonter loin dans le temps pour comprendre l'origine de cette expertise dans le cuir. L'histoire de Mékhé commence depuis l'avènement des damels, les 33 damels au Cayor. Les damels avaient besoin des oudés, comme on les appelle, les cordonniers, parce qu'ils fabriquaient des chaussures, ils fabriquaient des selles. Alors, étant donné qu'autour de Mékhé, il y avait Kouré Dial, Kouré Loukouk, Kouré Dior, Kouré Dek, ces différentes maisons des cordonniers vraiment gravitaient autour de Mékhé. Et avec l'avènement de la traite de l'arachide, Mékhé est devenu vraiment une zone où l'artisanat du cuir a pris son envol. Aujourd'hui,
Ce sont des centaines d'artisans qui vivent de l'activité. Elle aurait pu mieux leur rapporter si la matière première ne leur faisait pas si souvent défaut. La qualité du cuir que nous vendons, nous n'avons pas d'entreprise qui la fabrique ici. Si je reçois aujourd'hui une commande de 300 paires de chaussures d'une même qualité, je serai incapable de satisfaire cette demande. Je serai obligé de mélanger les couleurs. Nous remercions au passage le chef de l'État pour la journée de l'artisanat organisée à Ngaye et le CEDAF qu'il a créé pour nous. Grand merci aussi à Youssou Ndour qui a encouragé les Sénégalais à acheter les chaussures de Ngaye. Ces marques de soutien reçues ces dernières années confortent leur espoir de plus faire décoller le label d'Alongaï. Un centre de commercialisation est même en cours de réalisation pour leurs produits. Ngaye, fierté d'une région, fierté d'un pays, à l'économie émergente. La rubrique économie, c'est tous les jeudis. La DPME a officiellement démarré ce matin une caravane de sensibilisation sur le concours national de business plan. Les inscriptions sur la plateforme ont débuté depuis le 12 août et se poursuivent jusqu'au 12 septembre prochain. Tout porteur de projet de nationalité sénégalaise peut postuler sur le site www.businessacademy.sn et les 150 meilleurs seront primés. Dame Silla. Avec cette caravane, la DPME vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de communication et de sensibilisation sur le concours national de business plan. Des équipes ont été déployées sur le terrain pour faire connaître au grand public le sens et la quintessence de cette initiative qui vise à primer les 150 meilleurs projets retenus au terme du concours. Le concept de Business Academy, c'est pour encourager les jeunes à innover. Et on a 3 étapes. Une première étape, c'est celle qui a commencé maintenant, entre le 12 août et le 12 septembre, avec comme objectif que les gens s'inscrivent simplement sur la plateforme en donnant leurs idées. On ne leur demande pas à court terme de donner des exemples, de faire des business plans, mais on leur demande de poster des idées. Pour la première édition du concours national de business plan qui se tient du 12 août au 12 septembre prochain, la DPME souhaite toucher par la communication de potentiels entrepreneurs et identifier des milliers de projets. À plus d'une semaine de la clôture, les résultats obtenus dans ces domaines sont très satisfaisants. On a aujourd'hui 2 900 000 personnes qui suivent le projet via les réseaux sociaux. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Ça prouve qu'il y a une vraie demande. À cela s'ajoute qu'à l'heure où je vous parle, nous avons 4100 personnes qui sont déjà inscrites. Ça signifie qu'ils ont déjà des projets qui sont en cours de maturation. Et sur ces 4100 personnes, nous en avons déjà 1400 qui ont posté leur projet. Donc c'est extrêmement encourageant. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse accélérer ce mouvement et faire en sorte qu'on ait de plus en plus de compatriotes qui s'inscrivent. Toute personne de nationalité sénégalaise âgée de 18 à 50 ans, résidente au Sénégal ou à l'étranger et porteur de projet, peut déposer sa candidature via la plateforme web www.businessacademy.sn. 700 candidats seront présélectionnés et formés à l'issue des inscriptions et 150 parmi eux recevront un prix pouvant atteindre 25 millions de francs CFA. L'élection des hauts conseillers, une nouveauté au Sénégal. Le scrutin est prévu le 4 septembre. Un scrutin qui est régi par une loi organique. Si besoin en est, appelle et fait au code électoral pour respecter toutes les normes requises pour un vote. Ce soir, nous évoquons les prérogatives de cette loi assez spécifique avec Maman Moussagnan. Pour la première fois, le Sénégal organise ce genre de scrutin. Un contexte particulier qui a nécessité la mise en place d'une loi organique pouvant garantir toutes les conditions normales d'une bonne organisation de ce vote. C'est la loi organique 2016-25 du 14 juillet 2016 et c'est cette loi organique qui modifie le code électoral et qui est relative à l'élection des hauts conseillers. Nous avons très souvent entendu les acteurs s'en référer d'abord au code électoral. Il est bien de le préciser. Dans le code électoral, vous ne verrez aucune disposition aujourd'hui relative à l'élection des hauts conseillers. C'est une nouveauté. La loi organique s'accompagne de beaucoup de spécificités, le dépôt des listes, l'utilisation de la carte nationale d'identité pour le vote, vote, et bien d'autres choses encore. Lors du dépôt des listes, l'analyse des candidats, la vérification des dossiers, la vérification des
c'est fait en deux temps. Il y a eu une réception matérielle, mais également une analyse par la suite. Il y avait une recevabilité matérielle et une recevabilité juridique. Une autre nouveauté dans cette loi organique, c'est que le jour du scrutin, les électeurs n'utiliseront pas leur carte d'électeur. Ils vont utiliser la carte nationale d'identité. Une autre spécificité, il n'y a pas de commission départementale de recensement des votes. Après le vote, c'est le président du tribunal d'instance, intuitif personné, c'est lui-même qui va agréger les résultats au niveau du département. Pour ce scrutin également, la tradition sera respectée. Les listes électorales seront disponibles dans le bureau de vote. Il n'y a aucun doute. La référence, c'est la loi organique. Mais nous restons sur les principes. Et les principes, ce sont des principes de transparence, de bonne gouvernance, mais également d'équité. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, restant sur les principes, a pris la décision de remettre les listes des électeurs dans les bureaux de vote au niveau des départements, comme cela est une tradition, parce que c'est un souci de transparence, mais un souci de consolidation de notre système électoral. Il nous semble donc que ce sont des portes ouvertes que l'on a défoncées avec beaucoup de fracas. La loi organique modifie le code électoral. Elle est relative à l'élection du haut conseiller, une nouveauté au Sénégal. Émigration clandestine, le phénomène cause de nombreuses pertes à l'économie nationale. Ce constat est à l'origine de la mise en place d'un pacte diaspora. L'initiative vise, selon Sori Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur, à promouvoir l'encadrement des projets de Sénégalais qui vivent hors du Sénégal. Ousmane Doye. La version essentielle à retenir dans les flux migratoires est à chercher dans les bureaux d'appui et d'orientation et de suivi. À ce niveau, que retenir? Tous les jeunes Africains doivent saisir, avec la complicité évidemment de leur gouvernement et de leurs partenaires au développement, pour freiner et arrêter ce processus d'immigration irrégulière. J'ai envie de parler du FONGIP, qui développe des initiatives d'encadrement financier. J'ai envie de parler de l'APIX, de l'ADPME, et toutes ces agences, autour du concept pacte diaspora, nous offrons des services financiers et des services non financiers à nos compatriotes qui le souhaitent, qui ont été rapatriés ou qui veulent revenir au Sénégal pour s'y installer de manière définitive. L'enjeu de telles initiatives est majeur, de toute l'attention des jeunes à son égard. L'État est en train de poser des jalons dans ce sens. Nous avons la DPME, nous avons le FONGIP, nous avons le FONSIS. Et puis encore faudrait-il adapter ces structures-là aux petits entrepreneurs, aux tout petits, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis c'est eux qui constituent le véritable tissu économique. Nous pensons qu'il faut revenir parce que nous avons des enjeux de développement et d'épanouissement que nous devons réaliser. Chercher le fond ou la forme, un challenge pour beaucoup de jeunes avides de migration. Les enjeux de l'heure font qu'il faut faire attention et aller vers d'autres initiatives beaucoup plus salutaires. Les jeunes de Ziguinchor n'ont plus besoin de faire des kilomètres pour déposer leurs projets. Une antenne régionale de l'ANPEJ a été ouverte dans la région. Une promesse du président de la République qui se concrétise. L'antenne va couvrir toutes les 3 régions de la Casamance naturelle. Ibrahim Mandong. L'acte a un double sens. D'abord, il symbolise le respect de la parole donnée du chef de l'État, mais aussi offre des opportunités aux jeunes de la Casamance naturelle. L'ouverture de cette antenne régionale revêt donc une grande importance. Un plaisir pour la jeunesse de Ziguinchor, parce que sous l'impulsion du ministre de la Jeunesse et la diligence du directeur général de l'ANPEJ, qui ont décidé de faire corps à la vision du chef de l'État, qui consiste à la territorialisation des politiques publiques. C'est d'amener le service public auprès des populations. Aujourd'hui, l'installation de cette antenne répond à cette politique du chef de l'État. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour la jeunesse de Ziguinchor qui n'auront plus besoin d'aller à Dakar pour aller déposer des projets ou pour aller chercher de l'emploi. L'objectif pour les autorités est clair, réussir un maillage du territoire national. On est à Ziguinchor, on va continuer sur Saint-Louis. L'idéal, c'est vraiment d'être présent au niveau de toutes les régions du Sénégal. Et aujourd'hui, avec cette mutualisation, on est en train de le réussir. Et je pense que c'est quand même très important pour mieux être à l'écoute des demandes d'emploi, qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer jusqu'au niveau de Dakar ou des anciennes régions pour pouvoir disposer des services que nous leur offrons. Aux jeunes détenteurs de projets et qui n'ont pas la possibilité de l'écrire,
des ingénieurs sont mis à leur disposition. Parfaitement, au niveau de chaque plateforme, nous avons des conseils en emploi et des conseils en auto-emploi. Les conseils en emploi, ils accueillent les demandes d'emploi, les inscrivent sur la base de données et les orientent en fonction de leurs possibilités d'insertion. Ceux qui veulent des stages, on peut les orienter vers ces opportunités. Ceux qui également sont porteurs de projets sont reçus par les conseils en auto-emploi, qui les aident à maturer leur idée de projet à travers l'accompagnement dans l'élaboration des plans d'affaires et les orienter également en fonction des circuits de financement. En plus de